t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme de cette semaine, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se sont réunis à Copenhague pour discuter des provocations du président russe Vladimir Poutine et de l'inaction de son homologue américain Donald Trump face à la guerre en Ukraine. Pour donner le ton de ce sommet, des drones non identifiés ont survolé l'espace aérien danois, forçant le pays à interdire l'usage de drones civils pour des raisons de sécurité. Cela intervient quelques jours après une cyberattaque massive qui a perturbé des milliers de vols européens. Alors que se passe-t-il ? Les attaques hybrides deviennent-elles la norme ? Et la création d'un mur anti-drone européen est-elle la solution ? Et parlons de la Serbie. Depuis des mois, des centaines de milliers de Serbes descendent dans la rue pour dénoncer l'absence d'état de droit dans leur pays. Certains sont même venus à vélo de Belgrade à Bruxelles pour alerter les députés européens sur la corruption et le clientélisme présumé du gouvernement du président Aleksandar Vučić. Candidat officiel à l'adhésion à l'UE depuis 2009, le pays reste sous le feu des critiques. Alors pourquoi l'UE garde-t-elle le silence ? Pour explorer et discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau David Corman, eurodéputé pour le groupe des Verts. Bonjour David. Bonjour. Sandro Gozi, eurodéputé du groupe Renew Europe. Bonjour Sandro. Bonjour à vous. Et Oana Lungescu, ancienne porte-parole de l'OTAN et membre du Royal United Services Institute, qui est aussi une habituée de ce plateau. Bonjour Oana. Bonjour. Alors avant de recueillir vos analyses, écoutons ce qui préoccupait les dirigeants européens pendant leur réunion de mercredi dernier au Danemark. On regarde. D'abord la Pologne, puis la Roumanie et enfin l'Estonie. Voici les pays de l'Union européenne qui ont signalé des incursions de drones ou d'avions de combat russes dans leur espace aérien respectif le mois dernier. L'Europe prend conscience que l'agression russe pourrait ne pas se limiter à l'Ukraine. Alors comment réagir ? Depuis l'incursion polonaise, l'OTAN a activé ses systèmes de défense aérienne. Mais pour certains, cela ressemblait à tirer au bazooka sur une mouche, ou en termes plus modernes, à tirer une roquette à 5 millions d'euros sur un drone à 10 000 euros. C'est pourquoi Bruxelles souhaite mettre en place un mur anti-drone afin de réagir rapidement à toute incursion russe. Moscou teste-t-elle la détermination de l'Europe ? Cela signifie-t-il qu'une confrontation militaire devient de plus en plus probable ? David, je me tourne d'abord vers vous. On l'entend dans cette vidéo, il y a une menace réelle, mais quelle est véritablement la gravité, selon vous, de ces menaces ? Bon, d'abord, oui, le reportage que vous avez mis avec la musique, un peu comme ça, c'est... dramatique. Bien sûr, il y a un danger, il est sérieux, il est réel. La menace, elle est proportionnée, et c'est ça, moi, le problème que j'ai depuis le début. Aussi à notre incapacité à freiner la capacité de la Russie à continuer à s'armer. On en est à je ne sais plus quel plan de sanctions qui visiblement... 19e paquet de sanctions. Bon, le nombre de plans démontre à lui seul leur inefficacité. Et donc là, on a un premier sujet. On a un sujet aussi, je pense, sur, en fait, si on change notre doctrine européenne en matière de défense. C'était quand même un non-dit, c'était quelque chose qui était complètement laissé sur le dos des États et de l'OTAN. Aujourd'hui, on a ce deuxième élément qui est plus qu'un désengagement de mon point de vue des États-Unis. Moi, je parlerais presque de retournement d'alliance, quasiment. Et donc là, on a une autre difficulté, c'est comment on supplée en très peu de temps à ce vide, non seulement en termes d'armement, mais je crois peut-être plus grave, en capacité de commandement. Parce que c'était... la France, c'est un peu un cas particulier, parce qu'on a une armée à peu près complète, avec une capacité d'état-major sérieux, mais la plupart des pays européens, même quand ils sont dotés d'armement, ne sont pas forcément en capacité de déployer cet armement. Donc ça, c'est un peu chose. Et si on parle des drones, pour tout vous dire, moi je suis un peu gêné avec cette expression « mur de drones ».
Parce que je comprends son utilité en termes de narratif par rapport à la population. Mais vous savez, nous, en France, on est payé pour savoir que la ligne Maginot, ça marche pas. Et donc, en fait, je voudrais pas qu'on s'appuie, qu'on se repose sur ce concept de mur de drone. Mur anti-drone. C'est bon, anti-drone. Ouais. C'est bon, l'affaire est gérée. Vous dites que ça rappelle quelque chose. En fait, ça rappelle des heures. Ça rappelle, non pas seulement l'ordre, ça rappelle des concepts où on donne une illusion de sécurité avec l'idée du mur. En disant, c'est hermétique. En fait, je ne crois pas que c'est avec un tel concept qu'on répond fondamentalement à la menace géopolitique nouvelle que représente la Russie, mais que représente aussi l'attitude hostile des États-Unis. Les menaces hybrides dont vous avez parlé, on peut parler aussi de l'espace numérique qui est investi par des acteurs internationaux qui nous sont hostiles. J'ai parlé des États-Unis, on peut parler de la Chine. Sandro, est-ce que vous êtes d'accord justement avec cette idée? Déjà, cette menace, selon vous, elle est très inquiétante et ce mur de drone, anti-drone, qu'on appelle anti-drone, est-ce que c'est justement la solution aujourd'hui? Il n'y a pas la solution, on n'a pas la baguette magique, il n'y a pas les silver bullet, comme on dirait en anglais. Il y a plusieurs mesures et plusieurs solutions on est en train de prendre et sur lesquelles nous devons accélérer. Moi, je crois que nous sommes en confrontation avec la Russie, confrontation avec les drones numériques, de la désinformation, de la fake news. Donc, c'est finalement dans une confrontation de ces genres-là, on ne doit rien exclure. On doit rien exclure, ça veut dire que nous devons continuer à intensifier les sanctions. Le fait qu'il y a toute une série de sanctions, c'est parce que progressivement, on les a augmentées. On a mis en difficulté certains secteurs de l'économie russe. Nous devons répondre à chaque provocation russe parce que ce sont des tests. Ce sont des tests pour vérifier notre unité. Ce sont des tests pour essayer de créer la division à l'intérieur du camp européen. Et nous devons aussi accélérer ce que nous sommes en train de mettre en place, à savoir cette union de la défense qui est indispensable pour les raisons aussi qui venaient d'évoquer David. Jusqu'à quelques années, on devait regarder seulement le front Est et Sud. Maintenant, à l'Ouest, on n'a plus un allié fiable. Avec Donald Trump, les États-Unis ne sont pas un allié fiable. Ils sont un partenaire incontournable, mais ce ne sont pas un allié fiable. Donc, raison de plus pour accélérer et pour donner du corps à cette idée d'autonomie stratégique qui est fondamentale pour les Européens. Anna, est-ce qu'on est vraiment maintenant à un tournant, justement, depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis 2022 ? Est-ce que, justement, ces attaques de drones sont, selon vous, accidentelles ou véritablement intentionnelles ? On ne sait pas exactement pour chaque incident en soi-même, mais bien sûr, on voit une sorte de pattern, on voit une sorte de schéma, où tout cela vient ensemble en même temps. Mais je crois qu'il faut se rappeler qu'en fait, la Russie mène une guerre hybride contre l'Europe depuis des années. C'est sans précédent après la guerre froide, et ce sont les attaques cyber, les assassinats, les incendies dans des magasins, dans des stations de bus, et aussi les drones. Donc il faut voir ça aussi, quelle est l'intention de la Russie? La Russie ne voit pas cette guerre hybride, comme on l'appelle, comme totalement distincte d'une guerre conventionnelle. Pour les Russes, c'est un continu. Ça fait partie d'une stratégie. Ça fait partie d'une stratégie et ça peut être un préliminaire ou quelque chose qui se passe en même temps que la guerre conventionnelle. Donc, bien sûr, la défense aérienne et antimissile est quelque chose qui est très important pour l'Europe. Et on sait, l'OTAN l'a dit plusieurs fois, qu'il nous faut en Europe 5 fois plus de capacité de défense antiaérienne et antimissile. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà, en ce qui concerne les pays baltes, par exemple, aussi la Pologne, la Roumanie, on a une police aérienne de l'OTAN depuis des années, des décennies, dans le cas des pays baltes, depuis leur entrée à l'OTAN. Et on a vu que ça a fonctionné en Estonie. Pour les drones, bien sûr, il faut accélérer notre production de drones et en travaillant surtout avec l'Ukraine. Parce que l'Ukraine est vraiment le pays qui est le plus rapide, le plus adaptable, qui a le plus de capacités. Donc, il faut soutenir l'Ukraine, mais aussi nous, il faut apprendre de l'Ukraine et travailler avec l'Ukraine.
Alors justement, vous parliez de l'Estonie. Pour enquêter sur ces menaces, plusieurs eurodéputés se sont rendus cette semaine en Estonie, à la frontière avec la Russie. Voici le point de vue de l'eurodéputé et ancien général estonien Riho Terras. Selon lui, les récentes incursions de drones et violations de frontières montrent que la Russie s'inquiète et veut détourner l'attention de l'Ukraine. On le regarde. These violations of airspace with the drones or with the airplanes. Les violations de l'espace aérien par des drones ou des avions, ainsi que les différentes attaques terroristes perpétrées dans toute l'Union européenne, ont pour but d'effrayer la population, de diviser nos sociétés et de semer le trouble et la méfiance. Cause turbulences and mistrust. So it is one tool in the toolbox of Putin's weapons. Il s'agit donc d'un outil parmi d'autres dans l'arsenal de Poutine et nous devons le prendre très au sérieux. Il ne s'agit pas simplement d'accidents, mais d'un comportement systématique de la Russie. Tout cela est très nouveau, et nous devons trouver une solution commune. Nous pouvons appeler ça un mur anti-drone si nous le voulons, mais nous devons agir ensemble. Ce n'est pas possible si seuls certains d'entre nous agissent. To do something together, this is not possible if only some of us will deal with it. Alors, on entend justement les mises en garde de Riho Terras. Moi, David, ce qui je trouve surprenant aussi, c'est le caractère hybride de ces drones. On ne sait pas vraiment d'où ils viennent. On ne sait pas véritablement ce qu'ils ciblent. Le gouvernement danois a affirmé qu'ils étaient pilotés par un acteur professionnel, mais a indiqué ne pas avoir de preuves d'une implication russe. Et pourtant, il y en a de plus en plus et la menace ne fait que probablement grandir. Alors, la Russie dit de l'autre côté qu'elle n'est pas responsable. Est-ce qu'on exagère ou pas la menace ? Mais il faut partir, enfin c'est toujours pareil, il faut se préparer au pire en espérant le meilleur. La réalité de ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir par rapport aux drones, c'est que notre stratégie de défense, c'est plutôt des gros missiles. D'ailleurs, vous le disiez c'était dit dans le reportage initial, avec des choses très high-tech, etc. La difficulté avec les drones, c'est que c'est quelque part un peu low-tech. C'est-à-dire que c'est pas très cher, c'est assez simple à déployer, y compris derrière les frontières. C'est ce qu'a d'ailleurs fait l'Ukraine sur le territoire russe. C'est pour ça qu'y compris le concept de mur anti-drone interroge, parce qu'il suffit d'un camion par mer ou arriver sur le pays. Oui, et c'est pour ça que c'était d'ailleurs un peu étrange qu'on tire sur des drones avec nous-mêmes un arsenal qui... Oui, mais c'est celui qu'on a. En fait, oui, c'est ça le problème. C'est comme ça qu'on s'était équipé, parce qu'on pensait que c'était comme ça. C'est pour ça que continuer à réfléchir sur les concepts de mur, je trouve ça, ça doit nous interroger. Vous avez dit quelque chose à laquelle j'adhère beaucoup, madame, sur le fait qu'aujourd'hui, s'il y a un pays au monde qui a déployé une stratégie, un savoir-faire pour justement gérer les attaques de drones russes, c'est l'Ukraine. Ils ont déployé des entreprises. Et donc là, moi, je préférais, peut-être qu'on peut faire les deux, mais les capacités, les dizaines de milliards qu'on est prêt à déployer pour un mur anti-drone, je préférais qu'on les mette à une aide directe par des prises de participation, y compris dans les entreprises ukrainiennes, pour qu'on développe un savoir-faire sur ce segment d'armes sur lequel aujourd'hui on n'est pas hyper performant. En fait, il y a des gens qui ont déployé ces savoir-faire, donc je pense qu'il faut les booster plutôt d'inventer d'autres concepts. Mais justement, vous dites ça, l'Ukraine est justement experte en la matière. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre justement de l'Ukraine en matière de drones et de défense anti-drone, Sandro ? Tout d'abord qu'on peut être très efficace face aux incursions et aux provocations russes. Et c'est vrai que les Ukrainiens, et c'est d'où l'intérêt de nous rapprocher de l'Ukraine, nous l'intérêt de soutenir le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, parce que du moment où nous voulons créer une union de la défense, nous voulons dans l'immédiat devenir beaucoup plus efficaces dans la réponse d'urgence face aux menaces russes, les plus on peut apprendre et coopérer et créer des synergies avec les Ukrainiens, les mieux. Pour notre opinion publique, il faut faire passer les messages. Jamais les donner pour acquis que la frontière orientale, c'est notre frontière. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, en tant que Renew Europe, nous étions à la frontière avec la Russie. Nous étions en Estonie il y a quelques jours. Nous avons adopté une déclaration dans laquelle on dit tout simplement il faut arrêter Poutine. Et on donne le message que ce qui se passe à l'Est, ça nous concerne. Parce que parfois, nos opinions publiques pensent que ce qui se passe à l'Est est très éloigné, qu'on a tellement de problèmes qu'on doit pas... Non, alors que sachez qu'une bonne partie de nos problèmes dans la désinformation, dans la manipulation de nos enfants, dans ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça fait partie de cette confrontation hybride et donc tout se tient. Et comme quand j'étais ministre dans le Sud, les pays de l'Est avaient oublié de nous
faire preuve de solidarité avec la migration, aujourd'hui, raison de plus pour moi de montrer aux pays de l'Est que ce qui se passe à l'Est nous concerne aussi les Français et les Italiens. Je crois que même du point de vue du message européen, c'est très important de travailler sur la solidarité. La question, c'est que nous ne sommes pas unis. La question, c'est qu'à l'intérieur de l'Union européenne, vous avez des leaders, vous avez des pays qui exploitent notre système qui est bloqué par l'unanimité pour nous bloquer, au moins nous ralentir. Fico, Orban, mais parfois aussi Merz ou Meloni profitent du fait qu'on ne peut pas avancer à la vitesse des croisières. Il y a même une cinquième colonne à l'intérieur de l'Union européenne qui est favorable à la Russie. La réalité, c'est celle-là. Exactement. Ils s'appuient sur cette guerre hybride pour déstabiliser nos démocraties et gagner des voix. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est qu'il y a la question de l'unité, c'est vrai, entre des pays du Sud, où quand on est directement à la frontière russe, on n'a pas la même approche, c'est vrai qu'il faut construire une culture commune, et il y a des... Alors, on va parler un peu des divisions, mais Oana, justement, je m'adresse à vous en tant qu'ancienne porte-parole de l'OTAN. Ce mur anti-drone, cette donc barrière infranchissable qui devrait abattre tout drone russe ou biélorusse, les États baltes, ils le réclament depuis déjà longtemps, et vous l'aviez mentionné. C'est quand même difficile à chiffrer, vous-même vous l'avez dit, et ça ne sera pas pour demain, alors qu'on est quand même dans une situation d'urgence. Oui, je crois qu'il n'y a pas de mur infranchissable. Là, on est d'accord. Donc, il ne faut pas donner cette impression aux gens. On va avoir un mur et tout sera OK. Voilà, il n'y aura plus rien. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, on est en train de défendre contre la guerre d'aujourd'hui. On ne sait pas exactement ce que sera la guerre de demain. Mais ce sera aussi beaucoup plus complexe. Donc, il faut être agile, il faut être flexible, il faut se concentrer sur les zones les plus vulnérables, dont bien sûr les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, mais aussi se rendre compte que c'est à nous tous, en tant qu'Européens, en tant que famille transatlantique, d'être vigilants et d'être parce que Poutine en fait cible notre unité. Il n'a pas beaucoup à faire. Il faut seulement creuser un petit peu. Et en même temps, il ne faut pas avoir de la panique. Il faut rester dans le calme et se renforcer dans toutes les directions. Il y a des exercices, par exemple, que l'OTAN a fait depuis le début de cette année, surtout États-Unis, Grande-Bretagne, avec la Pologne, les États baltes, pour avoir des équipes beaucoup plus flexibles et des brouilleurs qu'on peut mettre dans son sac à dos, des choses qui peuvent s'utiliser rapidement au niveau même d'un bataillon, donc au niveau tactique très bas, et aussi des capteurs acoustiques, bien sûr. Donc il faut avoir et se donner les moyens et aussi travailler beaucoup plus avec l'industrie européenne, mais aussi peut-être aussi les Ukrainiens, les Japonais, les Sud-Coréens qui ont aussi des solutions et peut-être aussi d'avoir un cadre moins rigide pour les start-up européennes, pour les gens qui sont beaucoup plus innovants en Europe, parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend trop de temps. Et justement, on parlait des divisions, parce que c'est important les divisions en Europe. Il y a un bras de fer qui oppose déjà la Commission et les États membres, on l'a vu, sur cette question de savoir qui doit diriger ce projet justement de mur anti-drone. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais ça, c'est un vieux sujet, c'est qu'il n'y aura pas d'armée européenne à échéance prévisible. Au sens où, comme l'armée des États-Unis, donc ce qu'il faut réussir à faire, ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, et je pense que la France a une responsabilité dans cette affaire, sur le fait que ça n'ait pas été encore suffisamment fait, sur le fait qu'il faudrait que ça le devienne. Je ne parle pas de la dernière période. C'est dire comment on réfléchit à l'interopérabilité et ce qu'on appelle la défense intégrée. C'est-à-dire, en fait, ce qu'est le rôle de l'OTAN, mais avec un statut de l'OTAN qui va mécaniquement bouger. Ce ne veut pas dire forcément sortir demain matin, mais en fait, comment l'Union européenne organise sa défense et son interopérabilité avec un OTAN ou un substitut d'OTAN où il n'y a pas les États-Unis. On ne peut pas compter sur les États-Unis. Bon. Donc ça, c'est quand même un sujet sur lequel il faut avancer. Et qui pourrait être, sans être leader, mais participer à mettre au pot commun pour que ça soit possible, il y a potentiellement la France. Parce qu'on on a cette coalition des volontaires. Et ça, pour le faire, il faut une forme d'humilité. Parce que si on arrive, nous les Français, avec nos gros sabots, en disant, comme c'est nous qui avons la bombe atomique ou je ne sais pas quoi, c'est nous qui devons piloter tout,
d'autres pays vont dire non, mais nous on a des habitudes, on est lucide sur ce que font les États-Unis aujourd'hui, mais on reste avec une culture atlantiste. Donc en fait l'idée c'est pas de débarquer avec nos rafales et notre complexe militaro-industriel en disant maintenant vous allez acheter nos trucs. Donc là il y a un travail de confiance alliée et qui peut marcher. Oui. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont besoin d'une expertise sur comment on déploie leurs propres troupes. Oui. Ils savent qu'ils ne peuvent plus compter trop sur les États-Unis. Oui. Et nous, on peut être disant, nous, on va vous aider à construire cette culture-là. Oui. En même temps, je crois qu'il faut se rappeler que le commandant suprême des opérations en Europe, c'est un Américain. En fait, c'est un pilote américain, General Grinkiewicz, qui a coordonné la réponse de l'Alliance en Pologne, en Estonie, en Roumanie. Et aussi les capacités qui ont été utilisées pour cette défense aérienne, c'était surtout des capacités américaines, c'est la vérité. C'est des systèmes Patriot, c'est des avions de chasse F-35. Donc, absolument, il faut que les Européens prennent conscience de leur importance, de leur industrie de défense, mais qu'ils continuent à travailler La question ensemble. Est qu'on s'est fait l'illusion même, et j'espère que le Parlement européen, fin octobre, adoptera au moins une résolution politique où on dit les choses telles qu'elles sont. Mais même les experts de la défense se font des illusions. La coalition des volontaires, c'est très bien, mais c'est de l'improvisation. Nous devons rendre cette nouvelle coopération de la défense et la sécurité permanente et structurée parmi les pays qui le veulent. Donc, il faut l'insérer dans les traités qui rendent possible à des groupes de pays d'avancer et structurer la défense et la sécurité et de faire tout ce qu'on a dit. Jusqu'à quand on s'est fait l'illusion, parce que maintenant, le nouveau mantra, même parmi nos collègues pro-européens, il ne faut pas parler d'institutions, il ne faut pas parler de gouvernance. Avec un petit détail, que sans la gouvernance, ceci ne marchera pas. Et déjà, on voit les conflits entre les capitales et von der Leyen. Mais bien sûr, il y a des conflits parce que rien n'est clair. C'est donc sur ce point que nous pouvons clore cette discussion. Merci beaucoup à notre panel d'avoir été avec nous. Pour en savoir plus sur les résultats de la réunion de Copenhague, rendez-vous sur le site d'euronews.com ou téléchargez notre application. Mais pour le rester avec nous, après une courte pause, nous nous intéresserons à la crise politique en Serbie. À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles. Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. Alors, le week-end dernier, la Serbie a retenu notre attention avec un impressionnant défilé militaire réunissant plus de 10 000 soldats. Ce pays candidat à l'UE, qui compte 6 millions d'habitants, a exhibé des lance-roquettes israéliens, des drones venus des Émirats arabes unis, des chars prêtés par la Russie et des systèmes de défense antiaérienne chinois. Des centaines d'étudiants et de groupes d'opposition qui manifestent contre la corruption depuis plus de 10 mois auraient été empêchés par la police anti-émeute d'assister au défilé. Le président Aleksandar Vučić, au pouvoir depuis 13 ans, refuse également d'organiser des élections législatives anticipées, une revendication clé de ses opposants. Alors justement, David et puis Sandro, qu'est-ce que vous pensez de la situation aujourd'hui en Serbie ? Elle est inquiétante. Je pense qu'elle est au diapason de ce qui se passe dans un certain nombre de démocraties du monde, où il y a une dérive qu'on appelle illibérale, en gros qui remet en question l'état de droit. Bon, là, le sujet, c'est que la Serbie est un pays candidat à l'adhésion dans l'Union européenne. Moi, je trouve que la réaction de l'Union européenne est trop timide. Tout le travail de discussion avec la Serbie devrait être suspendu et arrêté tant que la situation politique ne change pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième sujet là-dessus, c'est que pourquoi les réactions sont timides ? Vous avez parlé de l'armement de différents pays, mais il y a aussi les Rafales français qui ont été achetés en 2024 par la Serbie, ce qui peut expliquer aussi une forme de retenue. Et puis les mines de lithium, sur lesquelles l'Allemagne compte. Mais on va en revenir justement sur ces mines. Donc en fait, il y a un rapport, mais comme toujours, ambigu avec des pays qui ont une dérive de ce type, et on ne sait pas sur quelles valeurs. Est-ce que c'est nos valeurs qui comptent, ou est-ce que c'est des intérêts d'autres ? Alors il y a toujours un peu les deux. C'est la vie géopolitique qui est ça, mais je trouve que trop souvent ces dernières années, l'Union européenne oublie un peu trop les valeurs et pense un peu trop à Sandro, vous êtes d'accord avec ça ? L'Union européenne est trop timide dans sa réaction avec la Serbie ? Moi, j'étais en Serbie il y a 10 jours. Ça fait 1 an qu'on soutient pleinement les étudiants qui ont sans doute les partis dont je suis secrétaire au niveau européen, les partis démocrates européens, est très, très actif et reconnu par les étudiants, aussi par les forces de l'opposition, comme la force européenne qui s'est les plus exposée pour prétendre que Vučić arrête son ambiguïté.
Vučić voudrait avoir les fonds européens et les soutiens stratégiques des Russes et les investissements des Chinois ou d'autres. Oui. Et cette ambiguïté, une ambiguïté qui n'est plus acceptable. Selon moi, les partis populaires européens ont une responsabilité particulière parce qu'une des raisons pour lesquelles on a été trop timide dans la réaction contre Vučić, c'est que Vučić fait partie du Parti populaire européen, qui est le parti de Manfred Weber, de Ursula von der Leyen et de pas mal de gouvernements. Et aujourd'hui, il faut prendre acte qu'il y a une violation de la liberté de la presse, violation de la liberté académique, que la police a réagi de façon totalement disproportionnée contre les manifestations des étudiants. Il y a un étudiant qui a été menacé de mort à la télé publique serbe par un représentant SNS du parti de Vučić, et on s'approche... Et l'indépendance de la justice aussi. Exactement, l'indépendance de la justice. Et on s'approche, c'est le 1er novembre, ça sera un an de l'anniversaire tragique de l'accident où 16 personnes ont perdu la vie des Novi Sad, et donc nous devons absolument monter la pression. Je dois dire que Marta Koch, la commissaire européenne, finalement commence à avoir une attitude un peu plus musclée vis-à-vis de Vučić. À New York, la semaine dernière, le président Vučić a déclaré que les manifestations étaient terminées et que le pays avait tourné la page. Pour vérifier, nous avons donné la parole à des Serbes installés à Bruxelles. On les écoute. J'étais là-bas il y a 2 semaines, en Serbie, pour manifester sur le terrain. Je peux donc affirmer avec certitude que les manifestations se poursuivent. La situation est désastreuse, car la violence et la répression se sont intensifiées. Je dirais même qu'elles sont bien pires qu'avant. Le problème, c'est qu'il existe un contexte qui favorise ce type d'approche néocoloniale. Certaines personnes en Serbie ont le sentiment que l'Europe considère effectivement leur pays avec cette approche coloniale, en particulier en ce qui concerne les mines de lithium et d'or, situées dans l'ouest du pays. D'une certaine manière, ce que les gens attendent de l'Europe, c'est qu'elle réduise au moins considérablement son aide financière, car c'est grâce au fonds que le régime actuel reçoit de l'Union européenne qu'il reste au pouvoir. Alors justement, ce qu'il dit, lui, dans cette vidéo, fait écho à ce que vous disiez. Mais Oana, selon vous, est-ce que l'Europe est complice ? Je crois que l'Europe essaie de marcher sur une ligne assez fine et compliquée entre l'adhésion éventuelle de la Serbie, qui est un pays clé dans la région des Balkans occidentaux, mais en même temps de se rappeler ses propres valeurs et de soutenir ce mouvement sans précédent des étudiants contre la corruption, en fait, et pour la justice, un état de droit. J'étais justement à Sarajevo il y a quelques jours, et là on suit de très près, parce que bien sûr ce qui se passe en Serbie peut affecter la stabilité de la Bosnie-Herzégovine, la stabilité du Kosovo, où bien sûr il y a une mission de l'OTAN, comme il y a une mission de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine. Donc cette présence aussi est importante pour montrer aux gens, on est là, on est avec vous. Mais bien sûr, il faut voir aussi que la position de Vučić maintenant est probablement la plus fragile depuis le début. Oui, parce que Vučić, il est un peu, comme vous le disiez vous-même, entre la Russie et l'Union européenne. C'est un point très important, parce que jusqu'à maintenant, on a soutenu Vučić au nom de la stabilité. En disant, Vučić, au moins, nous apporte la stabilité. Aujourd'hui, la Serbie de Vučić est un facteur d'instabilité dans la région. Ouais. Et donc, on a une raison de plus pour être beaucoup plus exigeant avec Vučić. Nous voulons ramener la Serbie dans les parcours de l'adhésion européenne avec le respect des valeurs européennes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être clair avec la Serbie ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir... Il y a la question des aides et il y a la question de dire il faut arrêter de discuter de l'adhésion à l'Union européenne. On arrête d'en discuter. Tant que vous ne respectez pas l'état de droit... C'est-à-dire qu'on suspend le processus d'adhésion. Mais est-ce que ce n'est pas un mauvais signal aussi pour les autres pays ? Parce que je rappelle qu'il y a quand même 9 candidats aujourd'hui. Ça se discute. L'argument est irréversible. C'est-à-dire, si on le fait, ça veut dire que pour les autres pays, il y a des conditions d'entrée dans l'Union européenne. Il faut le faire d'autant plus quand vous avez des pays déjà adhérents, comme la Hongrie, qui jouent, qui font plus que jouer d'ailleurs, avec ces questions d'état de droit. Donc en fait, je pense qu'il faut une forme de fermeté, de clarté. Je crois qu'il y a aussi ce manque de perspective de l'adhésion européenne qui a joué un peu dans le changement de cap de Vučić lui-même. Donc il faut aussi, si on suspend par exemple le processus d'adhésion avec la Serbie, il faut aussi accélérer le processus d'adhésion avec les autres pays des Balkans qui attendent depuis longtemps et ont perdu un peu l'espérance. Alors justement, suspendre la candidature de la Serbie à l'Union européenne, c'est une question
que vous avez peut-être posées et que peut-être maintenant l'Union européenne doit considérer. C'est sur ce point aussi que nous pouvons conclure cette discussion. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Euronews. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. David Cormand, eurodéputé pour le groupe des Verts, Sandro Gozzi, eurodéputé du groupe Renew Europe et Oana Lugescu, ancienne porte-parole de l'OTAN et membre du Royal United Services Institute. Alors l'un des faits marquants cette semaine s'est produit en France avec l'annonce de la condamnation de Nicolas Sarkozy, président de la République française de 2007 à 2012, à 5 ans de prison à l'issue d'une enquête de 12 ans. Des juges français ont estimé que le gouvernement libyen de Mouammar Kadhafi avait cofinancé sa campagne présidentielle en 2007. Alors, aux côtés de son épouse, la chanteuse Carla Bruni, Sarkozy a nié toute faute. On l'écoute. J'assumerai mes responsabilités. Je déférerai aux convocations de la justice. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. On voit le ton tragique, Sandro. Justement, c'est quoi votre analyse, vous, de cette affaire? Est-ce que la France est humiliée? Écoutez, ce n'est pas nouveau pour moi. J'ai vu déjà ça en Italie avec Berlusconi et j'ai vu aussi ce ton, disons, des confrontations, des luttes, des conflits entre les pouvoirs. Moi, je crois que les décisions de justice doivent être respectées. Évidemment, moi, j'habite en France, je suis élu en France, je regrette qu'un ancien président de la République ait été condamné, mais pas parce qu'il ne devait pas être condamné. Je regrette parce qu'évidemment, il a fait des choses illégales qu'il n'aurait pas dû faire. Autre chose, si on veut discuter, c'est l'exécution provisoire. Est-ce que c'est un bon système? Est-ce que l'exécution provisoire, du moment où il n'y a pas un danger de répéter les mêmes crimes ou des fuites, doit être utilisée? Ça, c'est une question qu'on pourrait aborder. Est-ce que c'est une législation qui est véritablement équilibrée, efficace? Est-ce qu'il faut justement s'inquiéter dans cette affaire du niveau de corruption de leaders, d'anciens présidents de la République, ou plutôt se rassurer qu'il y a un état de droit en France? Ce qui est incroyable dans cette affaire, d'abord, moi je suis extrêmement choqué par le ton de Nicolas Sarkozy, où en gros, il se fait passer pour une victime. Oui. Moi je voudrais rappeler qui sont les victimes dans cette affaire. Les victimes, les vraies victimes, ce sont les victimes du vol du TA, où il y a plus de 100 personnes qui sont mortes d'un attentat commandité par Kadhafi. Et quelques années après, un homme qui se prépare à devenir président de la République envoie des sbires pour aller chercher de l'argent auprès de ce terroriste qui a du sang de Français sur les mains pour tricher à une campagne présidentielle, ce qu'il a fait. Et vous avez plein d'études qui montrent que quand vous dépensez plus d'argent, vous faites plus de voix. Ça veut dire que cet homme s'est appuyé sur un terroriste qui a assassiné des Français pour tricher à une campagne présidentielle qu'il a gagnée. C'est ça qu'il a fait Nicolas Sarkozy. Et là, il y a tout un discours sur « mais ce pauvre homme, vous vous rendez compte ce qu'on lui fait ?» Mais qu'a-t-il fait à la France? Que cet homme parle de l'humiliation de la France, mais c'est lui qui humilie la France. Il a humilié tous les Français. Donc moi, j'ai aucune mansuétude par rapport à ça. Et sur ce qu'on appelle l'exécution provisoire, le terme en lui-même, évidemment, moi, une exécution, c'est le contraire de quelque chose qui est provisoire. Mais ce sont les mêmes qui exigent de la part des plus pauvres d'être enfermés pour éviter la récidive. C'est eux qui disent il faut une justice intraitable, plus de prisons, construire des prisons, mettre les Français en prison. Les Français sauf eux. Enfin, qu'est-ce qui est plus grave que ce qu'il a fait? Donc moi, je suis écœuré. Et je suis écœuré du débat en France, où, y compris de la part d'une partie de la presse, il y a une forme de mansuétude. Mais est-ce que la justice n'a pas été trop loin? Mais est-ce que c'est Sarkozy qui a été trop loin? Oana, vous avez votre lecture un peu de cette condamnation. Est-ce que vous êtes écœuré aussi, vous Je crois que c'est important de montrer que si on est président, on est chef de parti, ou on est étudiant ou professeur, la justice a la même mesure. Il ne faut pas que des personnes importantes, soi-disant, soient au-dessus des lois. Et ça, je crois que c'est vraiment un principe pour nos démocraties qu'on doit aussi montrer à nous-mêmes
et aussi au monde. Mais ça me rappelle aussi cet aveuglement de certains politiques envers les dictateurs, que ce soit Sarkozy, que ce soit Poutine, parce que c'est le même président Sarkozy qui, je me rappelle, après l'invasion, la guerre de la Russie en Géorgie en 2008, il avait reçu Kadhafi aussi. Oui, il avait reçu Kadhafi et en plus, il avait fait un contrat avec la Russie pour vendre des Mistral, qui sont des porte-hélicoptères qui auraient été très utiles à la Russie en Ukraine maintenant. Ce contrat a été annulé seulement après l'invasion de la Russie de la Crimée et Nicolas Sarkozy a déclaré à ce moment-là, en 2014, mais c'est ne pas comprendre ce qu'est le destin de la Russie à la volonté de ses dirigeants, cette idée que la Russie va envahir l'Ukraine. Donc c'est un aveuglement stratégique et moral total. Ouais. Sandro, qu'est-ce qui signifie ce verdict justement pour l'avenir politique de Marine Le Pen, puisqu'on sait qu'elle est potentiellement présidentielle, elle a été condamnée il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est comme signal politique ? Elle ne peut pas jouer la double victime. La loi s'applique à tout le monde et c'est qu'on a vu aux invalides de cette manifestation absolument inacceptable de l'extrême droite, dans laquelle on avait l'impression qu'il y avait un complot politico-judiciaire contre Marine Le Pen, qui a été condamnée pour avoir violé de façon flagrante les règles européennes sur les élections parlementaires. Non, il n'y a pas une justice spécifique pour Marine Le Pen. La justice s'applique à tout le monde et les juges sont là pour appliquer de la même façon les mêmes lois à tout le monde. Donc je crois qu'elle pourra beaucoup moins jouer la victime après la condamnation de Nicolas Sarkozy, parce que l'extrême droite voudrait nous faire croire que c'est la magistrature qui va les empêcher d'arriver au pouvoir. La magistrature, tout simplement, elle est là pour les empêcher, ou au mieux pour les sanctionner, s'ils ont violé des lois, comme ça arrive à tout le monde, comme ça arrive à vous, comme ça arrive à moi, comme ça arrive à David. Donc, nous, on n'a pas volé 4 millions d'euros. Donc, non, si, on les vole, sauf qu'on les a pas volés. Bien sûr. Ça veut dire que mais là aussi, les messages que la Rassemblement national a essayé de faire passer, c'est que comme ils n'arrivent pas à nous arrêter avec les votes, ils vont nous arrêter avec les juges. Ce que je comprends de cette discussion, c'est que la loi doit s'appliquer à tout le monde, à Sarkozy, à Le Pen. Et c'est donc sur cette note que s'achève l'émission Bruxelles, je t'aime. Merci à tous nos invités et à tous ceux qui nous regardent de chez eux. C'est non sans émotion que je vous annonce que c'était notre dernier épisode. Après 1 an à l'antenne, nous sommes tristes de vous dire au revoir, mais heureux de revenir bientôt avec de nouveaux projets. Restez donc à l'écoute. Un immense merci à toutes nos équipes et à vous, notre fidèle public, pour vos commentaires, vos retours et l'affection que vous nous avez portée. En attendant, restez avec nous sur Euronews et à très vite.